N'est pas comme d'habitude. Je ne vais pas vous dire que l'air avait tout compris, Lagrange tout repris et Cauchy tout réappris. La plupart des acteurs sont d'illustres inconnus. Je n'ai pas grand-chose à vous en dire, et pour la plupart, je n'ai même pas de portrait à vous montrer. Ils ne sont restés que pour ce point particulier de l'histoire. De quoi s'agit-il donc ? De la représentation des complexes par des vecteurs du plan, avec parties réelles et parties imaginaires, ou bien modules et arguments. Elle nous paraît tellement naturelle qu'on a peine à s'imaginer un temps où les vecteurs n'existaient pas. Il faut comprendre que, pendant plusieurs siècles, les réticences philosophiques vis-à-vis des nombres complexes, et même des nombres négatifs, venaient de la difficulté à les concevoir géométriquement, c'est-à-dire comme des longueurs ou comme des surfaces. La première tentative n'est certes pas celle d'un inconnu, John Wallis lui-même. Plusieurs chapitres de son algèbre sont consacrés aux nombres complexes et à leur représentation géométrique. Son argument est illustré ici. Tout d'abord, il remarque que la moyenne proportionnelle entre deux longueurs B et C, soit racine carrée de BC, s'interprète comme une hauteur dans un triangle rectangle. Ici, B est entre A et C, et la hauteur BP est la moyenne géométrique entre la longueur AB et la longueur BC. Mais maintenant, dit Wallis, si le point B est de l'autre côté de A, il faut comprendre AB comme un nombre négatif, auquel cas la hauteur BP devient la racine carrée du produit d'un nombre négatif par un nombre positif. Bien sûr, nous sommes encore loin de la représentation des complexes telle que nous la connaissons. Mais une idée cruciale est apparue, l'orthogonalité. Si on suit la logique de Wallis, plus 1 est un segment unité orienté vers la droite, moins 1 est un segment identique mais orienté vers la gauche. Alors nécessairement, la racine carrée de leur produit, soit racine de moins 1, est un segment de même longueur orthogonal aux deux autres. Cette idée-là, beaucoup vont la rejeter, au nom du bon sens, pendant pratiquement un siècle. Comment une même longueur mesurée pourrait-elle devenir négative, voire même complexe ? Vers le milieu du XVIIIe siècle, pourtant, la vision des complexes se clarifie. Plusieurs travaux importants apparaissent. En 1746, c'est la première tentative de démonstration du théorème fondamental de l'algèbre par d'Alembert, suivie par une autre tentative, d'Euler. Mais surtout, en 1748, paraît l'introduction à l'analyse infinitésimale d'Euler. On y trouve l'expression des complexes sous forme de parties réelles et parties imaginaires, et aussi le module et l'argument. Vous voyez ici les célèbres formules d'Euler qui relient l'exponentielle complexe au sinus et au cosinus. Avec le recul, il nous semble qu'il ne reste plus un très grand pas à franchir pour en arriver au cercle unité puis au plan complexe. Eh bien, ce pas qui nous semble minime va prendre encore 50 ans. Pour vous donner une idée des blocages, voici Davier de Fontenay. On n'en sait pas grand-chose. Il était né à Thonon-les-Bains, qui dépendait à l'époque du royaume de Savoie. Il avait donc fait ses études à Turin. Il avait un an de plus que Lagrange et avait été son étudiant. Ce mémoire, Réflexions sur les quantités imaginaires, est paru dans le premier numéro de la revue, publié par la toute nouvelle Académie de Turin, fondée sous l'impulsion de Lagrange. Dans cet article, Fontenay ajoute son grain de sel à la controverse sur les logarithmes de nombres négatifs, et il explique pourquoi les démonstrations du théorème fondamental de l'algèbre par d'Alembert et Euler sont insuffisantes. Et tant qu'il y est, il critique aussi Wallis et son interprétation géométrique des complexes.
Si l'on réfléchit sur la nature des racines imaginaires, qui comme on sait impliquent contradiction entre les données, on concevra évidemment qu'elles ne doivent point avoir de construction géométrique possible, puisqu'il n'est point de manière de les considérer qui lève la contradiction qui se trouve entre les données immuables par elles-mêmes. Suit une longue réfutation de la construction de Wallis et Fontenay conclut: les racines imaginaires n'admettent donc pas une construction géométrique et on ne peut en tirer aucun avantage dans la résolution des problèmes. On devrait par conséquent s'attacher à les écarter, autant qu'il est possible des équations finales, puisque prises dans quelque sens que ce soit, elles ne peuvent pas résoudre la question. Comme les racines négatives, dont toute la contradiction consiste dans leur manière d'être à l'égard des positives. Bon, d'accord, son manque de clairvoyance aurait pu suffire à le faire oublier. Mais il y a eu encore pire, dans l'éloge prononcé par Delambre à la mort de Lagrange. Il fournissait à Fontenay la partie analytique de ses mémoires, en lui laissant le soin de développer les raisonnements sur lesquels portaient ses formules. En effet, on remarque déjà dans ses mémoires cette marche purement analytique qui depuis a fait le caractère des grandes productions de Lagrange. Il avait trouvé une nouvelle théorie du levier. Elle fait la troisième partie d'un mémoire qui eut beaucoup de succès. Fontenay, pour récompense, fut mis à la tête de la marine que le roi de Sardaigne formait alors. Les deux premières parties paraissent du même style et de la même main. Sont-elles également de Lagrange ? Il ne les a pas expressément réclamées. Mais ce qui peut diriger nos conjectures sur le véritable auteur, c'est que Fontenay cessa bientôt d'enrichir les recueils de la Nouvelle Académie, et que Montucla, ignorant ce qui nous a été révélé par M. Lagrange à ces derniers instants, s'étonne que Fontenay, après s'être annoncé si avantageusement, ait interrompu des recherches qui pouvaient lui faire un si grand nom. Donc, Lagrange aurait confié à Delambre sur son lit de mort qu'il était le véritable auteur du seul mémoire pour lequel Fontenay méritait de passer à la postérité. Franchement, cela ne cadre pas bien avec ce que l'on sait de Lagrange. Les historiens récents ne croient plus vraiment au ragot de Delambre. Bon, qui que ce soit qui l'ait écrit, vous savez ce qu'on trouve dans le mémoire de Fontenay sur la mécanique ? La loi du parallélogramme pour la composition des forces. Or, cette loi du parallélogramme est un des deux germes de la notion de vecteur, l'autre étant précisément la représentation géométrique des complexes. Soyons honnêtes, d'autres que Fontenay ont montré plus de perspicacité au même moment. Voici le mémoire d'un autre illustre inconnu, Heinrich Kuhn, professeur de mathématiques à Danzig. Méditation sur la construction des quantités imaginaires. Le mémoire ne contient rien de plus original que l'algèbre de Wallis. Il faut dire que Kuhn était un récidiviste de la méditation. En 1741, il avait remporté, haut la main, un prix de l'Académie royale des belles lettres, sciences et arts de Bordeaux. D'où cet ouvrage de 250 pages, rédigé à la fois en latin et en français. Méditation sur l'origine des fontaines, l'eau des puits et autres problèmes qui ont du rapport à ce sujet. Vous avez sous les yeux le regagnant de la course à la représentation des complexes. Un mémoire en danois, écrit en 1796, lu à l'Académie royale de Copenhague en 97, publié en 99 et aussitôt oublié pendant un bon siècle. Le mémoire de Wessel a été redécouvert à la fin du XIXe siècle et traduit en français sur la représentation analytique de la direction, avec des applications en particulier à la détermination des polygones plans et des polygones sphériques.
Dans la partie sur la géométrie plane, Wessel décrit de manière très claire et parfaitement rigoureuse la représentation des complexes. Voyez ici le passage où il décrit l'axe imaginaire. Il a expliqué au préalable les vecteurs dans le plan, leur addition et leur multiplication. Wessel était norvégien de naissance et pendant toute sa carrière, il avait travaillé comme cartographe pour le gouvernement danois. Il se présente lui-même comme arpenteur. L'été, il mesurait des triangles sur le terrain et notait des points de repère. Et l'hiver, il dessinait des cartes. C'est certainement son expérience de la triangulation qui lui a donné l'idée de représenter les directions dans le plan en les repérant par rapport à un axe. Je n'ai pas grand-chose de plus à vous en dire. On trouve sur le web un portrait et des poèmes de son frère, Johann Hermann Wessel, et notamment ces 2 vers qui résument ce qu'a été la vie de Caspar. Il dresse des cartes en étudiant la loi, aussi travailleur que je suis paresseux, moi. Que voulez-vous que j'ajoute à cela ? Pendant le siècle où le travail de Wessel est resté ignoré, un autre illustre inconnu a recueilli quelques lauriers. Celui-là, il semble qu'on en ait un portrait, qu'il était libraire à Paris, natif de Genève, mais on ne sait pas grand-chose d'autre. Voici ce qui s'est passé. En 1806, Argan écrit cet essai sur une manière de représenter les quantités imaginaires dans les constructions géométriques. Une 60aine de pages qui passent complètement inaperçues. On y trouve pratiquement la même chose que chez Wessel, c'est-à-dire la représentation géométrique dont nous avons l'habitude, avec en plus une application importante à la fin. Tout polynôme est décomposable en facteurs du 1er degré. C'est le théorème fondamental de l'algèbre, et c'est même la première démonstration convaincante. Comme Argan le précise lui-même, l'énoncé est le plus général possible, dans la mesure où les coefficients du polynôme peuvent être complexes. C'était une belle réalisation tout de même. Eh bien, le mémoire d'Argan n'est presque pas remarqué. Presque, parce que 7 ans plus tard, un autre inconnu, militaire celui-là, publie un article qu'il a l'honnêteté de terminer comme suit. « Je dois à la justice de déclarer que le fond de ces idées nouvelles ne m'appartient pas. Je l'ai trouvé dans une lettre de M. Legendre à feu mon frère, dans laquelle ce grand géomètre lui fait part, comme d'une chose qui lui a été communiquée et comme objet de pure curiosité, du fond de mes définitions, 2e, 3e, etc. Je désire que la publicité que je donne aux résultats auxquels je suis parvenu puisse déterminer le premier auteur de ces idées à se faire connaître et à mettre au jour le travail qu'il a fait lui-même sur ce sujet. » Suite à cet article, Argan se fait connaître par l'intermédiaire de la même revue, ce qui lui donne l'occasion de préciser certains points dans les numéros suivants. Alors, triomphe d'Argan, reconnaissance universelle ? Pas du tout. En 1828 paraît un livre entier sur le même sujet, écrit par le révérend John Warren, professeur à Cambridge. Argan n'y est pas cité. Ah, ces Anglais, ils sont incorrigibles. Pas moyen de leur faire reconnaître ce qui se fait sur le continent. Eh bien non. Au même moment, un certain Mouret dédiait sa vraie théorie des quantités négatives et des quantités prétendues imaginaires aux amis de l'évidence, rien de moins. Bon, il fallait bien à un moment que les grands rendent leur verdict. Et à l'époque, personne n'est plus grand que Gauss. Je vous parle dans une histoire d'arithmétique de cet article sur la théorie des résidus biquadratiques. Gauss n'a besoin que des complexes à coordonnées entières
Mais cela ne l'empêche pas de régler la question une bonne fois pour toutes, dans le cas général, en quelques lignes. Tout nombre complexe peut être représenté par un point dans un plan infini. Le complexe x plus y étant représenté par le point d'abscisse x et d'ordonnée y. Eh bien voilà, qu'y aurait-il d'autre à ajouter ? Oh, ne vous inquiétez pas, on peut toujours compter sur Cauchy pour rajouter une salve de mémoire, quel que soit le sujet. La théorie des expressions imaginaires a été, à diverses époques, envisagée sous divers points de vue. Dès l'année 1806, M. l'abbé Buet et M. Argan, en partant de cette idée que racine de -1 est un signe de perpendicularité, avaient donné des expressions imaginaires une interprétation géométrique. Et en note de bas de page, une grande partie des résultats de ces recherches avaient été, à ce qu'il paraît, obtenus même avant le siècle présent et dès l'année 1786 par un savant modeste, M. Henri-Dominique Truel, qui, après les avoir consignés dans divers manuscrits, les a communiqués vers l'année 1810 à M. Augustin Normand, constructeur de vaisseaux au Havre. Eh oui, mais cette note de bas de page de Cauchy est la seule trace de l'existence de ce savant modeste et de ce qu'il aurait fait. Par contre, l'autre illustre inconnu cité par Cauchy, l'abbé Buet, a bien existé. Sauf qu'il n'était pas abbé, mais chanoine. Ne me demandez pas la différence. En tout cas, il est exact que cet article, en français, est paru dans les Philosophical Transactions de la Royal Society en 1806. Buet est moins clair que Vessel et Argan, mais Cauchy a raison, l'idée force de l'article est bien que racine de -1 est un signe de perpendicularité. L'immense supériorité de Buet sur les deux autres est que, sur lui au moins, j'ai des choses à vous raconter. Dans la biographie Michaud, on apprend que Buet avait embrassé l'état ecclésiastique et que ses deux passions dominantes étaient la musique et les mathématiques. Il fut d'abord organiste à la basilique de Saint-Martin de Tours et en 1782 il revint à Paris, où il succéda à son frère comme secrétaire et bibliothécaire du chapitre de Notre-Dame. Il avait une si vive passion pour la musique qu'on le voyait quitter précipitamment sa stalle, le chœur et l'église quand les chantres de la métropole détonnaient, ce qui arrivait assez souvent. Survient la Révolution. Comme beaucoup de prêtres, Buet s'oppose à la constitution civile du clergé et refuse de prêter serment. Et cette gravure montre un prêtre dans sa chair. On a attaché sa main à une poulie pour lui faire tendre le bras. La légende annonce un moyen de faire prêter serment aux évêques et curés aristocrates en présence des municipalités suivant le décret de l'Assemblée nationale. Buet n'est pas d'accord. Et il le dit, tout haut. À la suite du décret du 24 août qui décide de l'expulsion des prêtres réfractaires, il s'exile en Angleterre. Et c'est pour cela que son mémoire de 1805 paraît au Philosophical Transactions. Il a probablement sauvé sa vie en quittant Paris. De nombreux prêtres réfractaires qui sont restés après le 24 août ont été victimes des massacres de septembre, quelques jours plus tard. D'autant qu'entre 1790 et 92, Buet ne s'était pas gêné pour clamer haut et fort son opposition à la Révolution, jusqu'à publier largement son point de vue. « Je n'admire pas le nouvel état de choses qu'on appelle la Révolution. Je ne révère pas ce que vous adoptez comme constitution française. Partout où vous voyez de l'organisation, je ne vois que des organisations. Ce qui vous paraît un arrangement merveilleux me semble un désordre complet. Ce que vous adorez, je le méprise. Ce qui excite les transports de votre joie me comble de tristesse. Et je n'ai qu'une parfaite indifférence pour ce qui semble être aujourd'hui votre seconde et peut-être votre première religion. »
À l'époque, la propagande révolutionnaire est incarnée par le personnage imaginaire du père Duchesne. Pour mieux toucher les classes populaires, pense le journaliste Hébert, il faut parler un langage populaire, multiplier les jurons et les gros mots, et surtout faire rire. Voyez ici une représentation de ce père Duchesne, doté de belles moustaches, fumant sa pipe. Sur la fumée qui sort de sa bouche, on lit « Projets aristocratiques ». Il porte en bandoulière une écharpe, sur laquelle on lit « Vivre libre ou mourir, foutre ». Voici un exemple de la prose d'Hébert. C'est l'indignation du père Duchesne contre l'indissolubricité du mariage et sa motion pour le divorce. Buet décide de se battre sur le même terrain. Et il crée le personnage de la mère Duchesne, qu'il veut aussi haute en couleur que son mari. Il la met en scène dans de petites pièces de théâtre où elle exerce son franc-parler contre l'Assemblée nationale, la Constitution et les prêtres jureurs. Dans le grand jugement de la mère Duchesne, elle convainc un couple qui a été marié par un prêtre jureur selon la nouvelle Constitution, que son mariage ne vaut rien. Votre mariage n'est qu'un foutu mariage en détrempe et ne vaut pas une pipe de tabac. Et si vous vivez ensemble comme mari et femme, vous, monsieur le marié, ne serez qu'un jean-foutre. Et toi, ma voisine, une catin. Buet n'est revenu en France qu'après la chute de Napoléon. On aurait pu croire que l'âge, l'exil, puis la Restauration l'auraient assagi. Mais non, il continue à vitupérer contre les philosophes, Voltaire bien sûr, mais aussi d'Alembert, Condorcet et surtout Laplace. Non, je ne demande de monsieur de Laplace rien d'indigne de lui. Tout ce que je désire, c'est doter aux destructeurs des fondements de la morale l'appui que son grand nom semble leur prêter. Allons bon, que reproche-t-il donc à ce pauvre Laplace? Sa flagornerie à l'égard de Napoléon? Ses retournements de veste? Non, non, c'est sa théorie analytique des probabilités. Cette théorie en un volume in quarto de 464 pages chargée de ce que l'algèbre a de plus effrayant est une mer sans fond, sans rive, chargée d'un brouillard éternel où l'on vogue sans boussole, sans gouvernail, sans carte marine et où la sonde serait inutile. Bon, là, il faut reconnaître qu'il n'a pas été le seul à le dire. Mais le pouvoir qu'il prête aux probabilités est légèrement exagéré. C'est monsieur de Laplace, ou plutôt ce sont ses formules algébriques qui gouvernent la France, et le roi ne s'en doute pas. Cette assertion est forte, mais ce sont ces formules qui ont dicté les décrets sur la vente des biens du clergé et sur les élections. Comment ? Vous trouvez que les élucubrations de Buet ne méritent pas la même place dans l'histoire des mathématiques que les mémoires de Vessel et Argan? Je l'ai déjà dit que je ne voulions plus entendre corner à nos oreilles ces boucles d'invention-là. Et puis mille gueux, c'est moi qui causons, non? Vous savez que je nous mouchons pas du pied. Chacun son métier, les vaches seront bien gardées, foutre. Croyez toutes ces balivernes et buvez de l'eau. Vous ne salirez pas vos dents. C'était Adrien Quentin Buet dans le texte.